et le non officiel, le propre et le sale. Et les Congolais sur le terrain, les mineurs, les creuseurs de ce cobalt que les petits malins achètent à vil prix, se battent, se déchirent pour ce peu qui reste. Figurez-vous que ces mineurs qui vivent comme des taupes creusent jusque dans leur propre salon. Les guerres auxquelles on assiste, les batailles entre les communautés villageoises qui défraient régulièrement la chronique en RDC, les tueries perpétrées par des bandes armées viennent essentiellement des tentatives pour de petits groupes de maîtriser des pans du peu de minerais qui restent sur le territoire, notamment dans l'est du pays où ils se tuent pour des miettes qu'ils revendent à bas prix à ces trafiquants. En gros, les firmes Glencore, China Mobile Denom et Sycomine, qui détiennent les 2 tiers de cette matière minérale qu'est le cobalt, réalisent 18 à 20 milliards de dollars. Des chiffres surréalistes sur le seul cobalt et le cuivre de RDC. Tandis que l'État congolais ne perçoit que 1,3 milliard, c'est-à-dire à peine 10%. Vous avez bien entendu, à peine 10%. Dans ce cas, qui est le vrai patron du pays? Et comme si ça ne suffisait pas, il n'existe pas de mécanisme de contrôle fiable pour s'assurer que ce qu'il déclare est réel. Regardez ces jeunes qui vivent comme des taupes, qui risquent leur vie chaque jour pour quelques grammes de cobalt. Et regardez cette voiture, ce véhicule électrique considéré comme le nec plus ultra, la Tesla. Sans lui, elle n'existerait pas, quel que soit le talent du créateur. Mais regardez le fossé qui sépare le monde du fabricant de celui du creuseur. Cherchez l'erreur. Ce que nous venons de voir dans le cas du cobalt n'est rien comparé au hold-up réalisé dans l'or, dans le diamant, bref, dans presque toutes les autres richesses minières. Ces pillages, avec les stratégies cyniques mises en place pour les pérenniser, sont à l'origine de l'instabilité dont est victime la RDC. Au regard des immenses profits qu'elle réalise désormais dans ce vaste ensemble, pensez-vous que les firmes occidentales et asiatiques qui tirent leurs revenus du chaos aient vraiment envie que la paix y règne? Certainement pas. Vous me direz que les voisins du Congo, tel le Rwanda, qui est devenu un exportateur de minerais alors qu'il ne possède pas une seule mine sur son territoire, ou l'Ouganda, n'y sont pas pour rien non plus. C'est vrai. Mais ils ont profité d'une situation, d'un climat, l'occasion faisant le larron. Lorsque l'on évoque les responsabilités, on ne peut pas oublier celles des dirigeants africains qui ont été, pour beaucoup, responsables de ce pillage, soit par ignorance pour les plus anciens, soit par la corruption pour les plus jeunes. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Nos cadres, nos responsables, nos chefs d'État ont eux aussi participé à ce pillage. Beaucoup ont été les outils, les instruments indispensables de cette spoliation. Ils le sont encore chaque jour par leur servilité et leur appétit vorace du gain. Ils doivent être jugés et condamnés, notamment les plus diplômés, qui avaient bien conscience de ce qu'ils vendaient à leur pays. Mais si on doit être intransigeant avec eux, on doit l'être davantage avec les pilleurs, leurs commanditaires. Pour qu'il y ait corruption, il faut être 2 au moins, un corrompu et un corrupteur. Les peines doivent être au moins les mêmes. Or, nous avons malheureusement et de plus en plus tendance à concentrer notre colère, notre courroux, fort bien justifié, sur nos seuls dirigeants et cadres dont le rapt, selon les rapports des experts internationaux fiables, constitue 1% de cette corruption. Oui, 1%. Oubliant trop souvent les firmes internationales et les États qui sont responsables de 99% de cette évasion. Ce Congo bashing, ou plus globalement, cet Africa bashing, contribue à nous distraire des autres, des vrais responsables de notre malheur. Les gros poissons nous payent, nous utilisent encore pour détourner notre attention d'eux, pour nous distraire. On ne doit pas les oublier. C'est eux les principaux responsables. On ne doit pas se contenter de voleurs de poules pendant que les grands parrains nous font la leçon. Oui, pour dénoncer nos chefs locaux, mais oui aussi pour montrer du doigt les firmes internationales et de nombreux États du Nord et les punir proportionnellement
à leurs responsabilités. Autre travers dans cette lutte, on a trop tendance à l'autoflagellation. Un cadre africain qui dénonce ces pillages est curieusement souvent plus attaqué par les siens que ceux qu'il dénonce. Pourquoi il ne parle que maintenant? Il faisait partie de la mafia, non? Il essaie de se racheter, c'est tout. Il s'est aussi enrichi, non? Peut-être. Mais il a le courage de rompre l'omerta, de briser la loi du silence. Et si nous le lapidons, la règle du silence s'installera à jamais. Ce que nous venons d'évoquer rapidement dans le cas de la RDC s'applique dans de nombreux autres pays du sud du Sahara. Tenez. Prenons la Guinée, un autre scandale géologique. Elle est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoités de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde. À cela s'ajoute, tenez-vous bien, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Les réserves potentielles d'or sont estimées à 700 000 tonnes. Diamants, 30 à 40 millions de carats de réserves prouvées, 500 millions de carats de réserves probables. L'or et des quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD, qui mesure le niveau de vie des pays. À qui profite cette immense richesse qui laisse les Guinéens dans l'extrême pauvreté? Les mêmes compagnies internationales. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut toujours remonter à la genèse. C'est en cela que connaître son histoire est nécessaire pour mieux construire son avenir. Il faut bien connaître le passif pour mieux gérer l'actif. Lorsque le général de Gaulle s'emporte en ce mois de septembre 1958 à Conakry après le vote du non au référendum qu'il propose pour maintenir les territoires africains dans la communauté française, c'est certes parce qu'il est blessé dans son amour-propre, parce qu'il ne supportait pas la contradiction, mais c'est surtout parce qu'il perd une inestimable réserve de matière. Ce trésor dont je viens de vous faire un bref inventaire. C'est pourquoi il va décider de fragiliser le jeune État et de mettre en difficulté son jeune président Ahmed Sékou Touré. Il ne se contente pas de partir en emportant jusqu'aux fils électriques. Il essaie même de déstabiliser le jeune État en fabriquant des faux billets de Sili pour faire s'effondrer son économie. Le but est de susciter l'insurrection pour qu'il tombe et que la France revienne en libérateur. Seulement, le calcul va s'avérer faux. Malgré les tentatives de déstabilisation, Sékou Touré, le paria, l'effronté, tient. Il tient, c'est vrai, mais il se tourne vers d'autres partenaires qui vont exploiter sa fragilité, qui vont faire la même chose que les nations occidentales. Sous le prétexte de soutien idéologique, l'Union soviétique de l'époque, l'URSS, qui manque même de tact et de considération au point de lui fournir des chasse-neige dans un pays qui n'a jamais vu un flocon, va progressivement s'accaparer une bonne partie de ses minerais. Il a simplement changé de maître. Autre exemple de tour de passe-passe réalisé pendant que nos parents croyaient en l'amitié et au concept d'aide. Le Niger et son uranium, où l'État cède en 1968 la principale concession d'Arlit de 375 km² utilisée comme combustible nucléaire dans les centrales nucléaires en France et pour la force de dissuasion nucléaire française. Les autorités nigériennes l'ont donc cédé à l'ancêtre d'Areva pour 75 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du Niger comme le 3e producteur mondial d'uranium, c'est un peu une vue de l'esprit, dans la mesure où les Nigériens les récupéreront